Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica et bienvenue pour une nouvelle émission consacrée au cours d'histoire. Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 8 intitulé « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 ». Un petit mot malgré tout sur les cours de la semaine dernière, notamment sur les cours concernant la construction européenne. J'avais oublié de mettre certaines choses pour les 3e Aubrac, si ma mémoire est bonne. L'erreur a été rectifiée grâce à vos messages d'ailleurs, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour éventuellement repérer des oublis ou alors si vous avez certaines difficultés. Je vous ai proposé un exercice pas commun, dans le sens où je vous ai demandé de faire une chronologie sans plus d'informations. Donc, une chronologie, vous pouvez l'organiser avec 2 bandes superposées, puisque c'était une chronologie de la construction européenne qui partait de 1950 à nos jours. Donc vous pouvez prendre 1 demi-centimètre par année, un espace correspondant à une année, et réaliser comme ça une chronologie inscrivant les dates des 3 traités principaux de la construction européenne et également les différentes étapes de l'élargissement, c'est-à-dire de l'augmentation du nombre de pays ou de la diminution pour l'histoire plus récente des différents pays faisant partie de la communauté européenne. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur le titre de la leçon d'aujourd'hui, « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 ». C'est une leçon qui prend bien sa place après l'étude de la guerre froide, qui a également sa place après l'étude de la construction européenne. On peut revenir sur les mots-clés de ce titre, « Enjeux », une sorte de challenge, de défi, avec un résultat où on peut gagner ou perdre. Des conflits, les conflits globalement ça va correspondre à ce qu'on appelle des guerres, on le verra soit des guerres civiles, soit des guerres internationales. Et puis après 1989, la période est intéressante car elle nous place après la chute du mur de Berlin, l'effondrement des démocraties populaires d'Europe de l'Est et puis un petit peu après l'effondrement en 1991 de l'URSS. On avait évoqué, suite à la fin de la guerre froide, la situation de monopole dans laquelle pouvait se retrouver la puissance occidentale, et notamment le pôle de l'Ouest et les États-Unis. Et donc, la question qui va nous guider, c'est comment se réorganise le monde depuis la fin de la guerre froide à travers ces relations internationales. Et là, on aborde une question d'histoire, mais aussi de géographie. C'est un domaine qu'on appelle la géopolitique. Alors, dans géopolitique, vous avez géo pour la Terre et politique pour l'organisation, la répartition des pouvoirs. Donc, la notion de géopolitique reprend les relations de conflits, d'échanges, d'accords, d'ententes qui peut exister à l'échelle de la planète, en tout cas sur toute la planète, entre les pays, mais c'est des choses qui peuvent aussi se placer à l'échelle locale, nationale ou à l'échelle internationale. La première partie s'intitule « Vers un monde multipolaire ». On reverra la définition page 148 en ce qui concerne la puissance unique des États-Unis à la fin de la guerre froide. Est-ce que cette puissance unique, ce monopole des États-Unis va durer? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors j'espère que vous avez votre livre sous les yeux. Il faut prendre le livre, page 138, pour démarrer cette leçon. Et puis vous avez également la fiche de travail, je l'espère avec vous, et puis la planche de documents que je vous ai envoyée. Alors on va démarrer avec le document 1 de la planche de documents qui s'intitule « Les attributs de la puissance américaine ». Alors on va lire ce document. C'est un document de J.M. Gaillard. Les États-Unis sont-ils les maîtres du monde?
collection de l'Histoire, la revue L'Histoire, un article daté de février 2000. Les attributs de la puissance américaine. Les États-Unis remplissent les 4 critères qui fondent l'hyperpuissance. 2 points. La supériorité militaire, la réussite économique, la domination technologique, l'influence culturelle. La supériorité militaire est écrasante. Cette puissance militaire, que ne conteste plus l'URSS disparue, et pas plus la Chine ou l'Inde que l'Europe, permet aux États-Unis, tout en assurant leur propre sécurité, de se poser en gendarmes du monde. Ils sont capables de s'engager vite et fort sur les théâtres extérieurs dès que leurs intérêts sont en jeu, que leur opinion, la communauté atlantique, l'OTAN ou internationale, ONU, le réclament. Un texte qui est daté des années 2000, mais qu'on pourrait situer aussi dans les années 90 et dans la fin des années 90. Ce que vous remarquez ici, c'est que on parle d'hyperpuissance. Superpuissance ou d'hyperpuissance est une notion que les géographes retiennent, et les géographes, à ce sujet, distinguent plusieurs formes de puissance. Vous voyez dans le texte, on a, par exemple, supériorité militaire et économique. Ces 2 formes de puissance ont été identifiées comme une puissance dure. Les Américains parlent de hard power pour puissance dure. C'est une notion que les géographes ont également retenue. Et si on continue le début du texte, vous voyez également domination technologique, influence culturelle. Il faudrait également y rajouter l'influence politique. Et là, on n'est plus dans une puissance dure, mais on est plutôt dans une puissance douce. Et c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc ce sont des notions que je n'ai pas notées sur votre cours, que vous reverrez peut-être au lycée. Mais c'est intéressant de voir que là, les États-Unis sont une hyperpuissance, car ce pays rassemble ces 2 grandes formes de pouvoir. Je vous propose donc de prendre la trace écrite suivante. Après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis se posent en hyperpuissance, hyper avec un Y, en hyperpuissance capable de jouer, ce petit nom gâté, un peu évocateur, de jouer les gendarmes du monde, c'est-à-dire une puissance militaire qui est capable d'intervenir au niveau mondial si jamais certains pays ne se comportent pas bien, selon le credo américain, évidemment. Alors dans cette leçon, on va surtout parler de conflits qui vont donc ponctuer ces années-là. Et il y a un premier conflit, si vous voulez bien prendre le document 2 et 3 de la planche de documents. Documents 2 et 3. Alors vous voyez, ces documents sont intitulés La Première Guerre du Golfe, 1990-1991. Où est-ce qu'on se trouve? Si vous regardez la carte d'un peu plus près, ça concerne un pays qui s'appelle l'Irak. Alors l'Irak correspond à l'ancienne Mésopotamie qu'on avait vue en histoire ancienne. C'est un pays drainé par les fleuves le Tigre et l'Euphrate et qui s'ouvre sur le golfe Persique. C'est une région stratégique en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole. Vous avez l'Arabie Saoudite qui est limitrophe un petit peu au sud. Et puis vous avez les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar et puis le Koweït également, un petit pays qui est au sud de l'Irak, qui sont des pays producteurs de pétrole. Et ces pays producteurs de pétrole approvisionnent à l'époque l'Europe occidentale, mais également les États-Unis. C'est une région où il faut éviter les conflits pour garantir le bon approvisionnement en pétrole des pays occidentaux. Alors en Irak, à ce moment-là, on a un chef d'État qui s'appelle Saddam Hussein, qui contrôle le pays d'une main de fer, et il va accuser ses voisins de baisser le prix du pétrole. Il va accuser notamment le petit pays, le Koweït, qui est au sud de l'Irak, de voler une partie d'une nappe de pétrole souterraine qui est frontalière aux 2 pays. Donc Saddam Hussein va carrément revendiquer le Koweït, ce petit pays indépendant,
comme une province irakienne. Il faut savoir à l'époque que le Koweït correspond à 10% des réserves mondiales de pétrole. C'est un pays riche qui attire son voisin irakien. Alors Saddam Hussein ne va pas y aller par 4 chemins et il va carrément envahir le Koweït. Vous avez sur le document 2 un détail de ces opérations, on peut peut-être les lire ensemble. Le 2 août 90, l'Irak envahit le Koweït. Il considère que ce pays lui appartient et veut s'approprier ses réserves de pétrole. En quelques heures, 100 000 soldats de Saddam Hussein pénètrent dans Koweït City. Mi-août, les Occidentaux des ambassades, entre autres, sont pris en otage. L'ONU lance un ultimatum, c'est-à-dire une date limite à Saddam Hussein pour quitter le Koweït. Cet ultimatum est fixé au 15 janvier 1991 et l'ONU va surtout autoriser le recours à la force pour obliger l'Irak à se retirer du Koweït. C'est assez unique dans l'histoire de l'ONU. La résolution 678 autorise le recours à la force et autorise non pas les casques bleus de l'ONU à intervenir, mais une force internationale. Donc cette force internationale va se monter derrière les États-Unis. 50 pays en font partie, dont 12 des 20 pays arabes. La France, dont le président de la République à l'époque est François Mitterrand, intègre la coalition, tout en recherchant malgré tout des solutions pacifiques. Jusqu'à la veille de l'attaque, on cherchera des tentatives de dialogue. Donc finalement, 2 jours après l'échéance de l'ultimatum, c'est le petit texte que vous avez sur le document, le 17 janvier 1991, la coalition militaire internationale commandée par les États-Unis intervient en Irak. C'est ce qu'on a appelé l'opération Tempête du désert. Elle est composée de soldats russes, français, britanniques, égyptiens, etc. Elle est soutenue par l'ONU en vue de libérer le Koweït, les otages et de protéger l'Arabie saoudite menacée de bombardement. En effet, suite à cette attaque, l'Irak va envoyer des missiles Scud sur Israël, mais également sur l'Arabie saoudite, de façon à essayer de pousser ces pays arabes à intervenir du côté de l'Irak. Ça ne marche pas et vous voyez l'issue du conflit dans le petit encadré à droite. L'Irak est écrasé, l'offensive est stoppée sur ordre du président américain à l'époque, George Bush, père. L'attaque n'a duré que 100 heures, la coalition a perdu moins de 200 hommes, l'Irak plus de 100 000 hommes. Et là, les troupes de la coalition pénètrent en Irak, mais l'ONU ne leur a autorisé qu'à aller jusqu'à peu près la moitié du pays, sur une ligne horizontale, juste avant la capitale Bagdad. Donc le pays est vaincu, mais le pays n'est pas pris ni occupé. Les troupes de la coalition doivent se retirer. Alors je vous propose donc de prendre comme trace écrite sur votre fiche, planche documents 2 et 3, en 1991, avec un mandat de l'ONU, ils prennent la tête d'une coalition internationale, ils, c'est-à-dire les États-Unis, et repoussent l'armée irakienne du Koweït. Alors Koweït, ça s'écrit K-O-W-E-I-T, du Koweït. C'est la première guerre du Golfe. Le Golfe, il s'agit du Golfe Persique, au sud-est de l'Irak. Première guerre du Golfe. On comprend mieux les dommages et intérêts demandés à l'Irak vis-à-vis du Koweït, car vous voyez que sur la photographie 3 de la planche de documents, on voit des troupes américaines, et au fond, ce sont des puits de pétrole en feu. Avant de se retirer, les Irakiens ont mis le feu aux puits de pétrole du Koweït. C'est d'ailleurs une catastrophe écologique à l'époque. Le désert est recouvert d'une suie noire. Ce sont les Américains qui vont éteindre ces puits de pétrole. Ils sont assez spécialistes en la matière, puisque eux-mêmes connaissent les techniques d'exploitation du pétrole. Donc à cette période, c'est vrai, les États-Unis paraissent comme le pôle unique de puissance au niveau mondial. Mais, grand B de votre cours, de nouvelles puissances vont, dans les années 2000, petit à petit prendre une place non négligeable dans les relations internationales et sur l'échiquier mondial. Donc grand B, l'émergence de nouvelles puissances. Je vous lis ce que je vous ai mis sur le cours.
Dans les années 2000, on assiste à la progression de nouveaux pôles de puissance. La poursuite de la construction européenne contrebalance le poids des États-Unis. Mais il faut aussi trouver par ailleurs ces nouveaux pôles de puissance. Si on prend le document 2, page 139, vous avez une image intitulée « La Chine, nouvelle rivale des États-Unis », cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Beijing, Pékin, en août 2008. Eh bien, en effet, vous l'avez probablement étudié l'année dernière en 4e, il y a de nouveaux pays qui émergent au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle les BRICS. Alors, ces pays-là, on va pouvoir les noter sur le cours, donc de plus en plus riches. Vous avez la Chine, l'Inde, le Brésil également, la Russie et l'Afrique du Sud. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud. On prend l'acronyme BRICS, B-R-I-C-S. Regardez le vocabulaire, page 140. BRICS, on va le lire. Terme qui désigne les 5 principaux pays émergents, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Ces pays se réunissent régulièrement lors de sommets, dont le premier a lieu en 2009. BRICS vient de, on comprend bien, B c'est Brésil, R c'est Russie, I c'est Inde, C c'est Chine et S c'est South Africa, Afrique du Sud. Donc ces pays émergents, c'est intéressant de connaître cette classification, ce sont des pays émergents. Ces pays émergents cherchent à jouer un rôle international plus grand. Ces pays émergents cherchent à jouer un rôle international plus grand. Alors on pourrait prendre maintenant le dossier, page 146-147. 146-147. Donc c'est un dossier sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine. En effet, la Chine est une puissance qui voit sa production industrielle augmenter considérablement et qui prend de plus en plus d'importance sur l'échiquier international. On voit par exemple la montée en puissance de l'armée chinoise sur le document 2, qui est ici illustré. On voit également document 3 des ouvriers africains et chinois en Éthiopie. En effet, la Chine prend de plus en plus de place dans les économies africaines. On peut prendre d'ailleurs les chiffres clés qui illustrent cette situation, juste à côté. Page 147. On lit ensemble les chiffres clés. 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique en 2013, soit 20 fois plus qu'en 2000. Par comparaison, 110 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique en 2013, soit presque 2 fois moins qu'entre la Chine et l'Afrique. Donc là, on voit que les États-Unis se font supplanter par la Chine, en tout cas sur le marché africain. De même, le document 4, on peut le lire. La monnaie, un autre aspect de la rivalité. La superpuissance montante, la Chine, ne supporte plus d'être encore dominée par la superpuissance déclinante, les États-Unis, et les États-Unis refusent de céder leur statut de puissance dominante à la Chine. Pékin anticipe maintenant d'infliger très prochainement une défaite monétaire majeure aux États-Unis en retirant au dollar son privilège de monnaie du monde pour l'attribuer très vite ensuite au yuan, la monnaie chinoise. Cela ferait basculer irrémédiablement et irréversiblement le rapport de force en faveur de Pékin, capitale de la Chine. Depuis que Pékin a ce scénario en tête, il se montre sûr de lui et il a jugé qu'il pouvait désormais se permettre de précipiter les confrontations territoriales. On va le voir avec le document 1 sur la page d'à côté. Donc c'est un article d'Alexandre Devecchio paru dans le Figaro en août 2015.
En effet, la Chine peut se permettre cette envergure monétaire car la Chine est devenue un grand pays exportateur de marchandises, notamment de produits industriels, et la Chine a accumulé des recettes grâce à des exportations importantes. Et ces recettes ont augmenté les réserves monétaires de la Chine. Donc ça, c'est une possibilité qui pourrait se faire jour. L'autre aspect, c'est aussi les revendications territoriales de la Chine. La Chine a les dents longues et si on prend le document 1 page 146, on voit qu'elle cherche à étendre sa souveraineté sur des îles qui se trouvent en mer de Chine. Au sud de la Chine, vous avez des pays en bleu. Ces pays en bleu, ce sont les États en conflit frontalier avec la Chine, notamment pour des îles qui se trouvent au-delà des côtes chinoises, notamment le Vietnam et les Philippines, sur les îles Spratly, entre autres. Donc là, il y a des tensions, et on voit d'ailleurs que la 7e flotte de guerre des États-Unis n'est pas très loin pour patrouiller et montrer quand même la présence des États-Unis qui protègent aujourd'hui le Japon, les Philippines et l'Indonésie, et la Corée du Sud également, qui sont des pays alliés des États-Unis. Bon, ces revendications territoriales, il n'y a pas eu encore de guerre, il y a eu des escarmouches entre les bateaux de surveillance des gardes-côtes. Les Chinois sont même en ce moment en train de remblayer des îlots pour en faire des îles et qu'ils pourraient revendiquer de façon plus importante. Je vous propose comme trace écrite pour cette partie sur les nouvelles puissances, page 146-147, on peut noter « La Russie et plus récemment la Chine entrent en rivalité avec les États-Unis ». On verra le cas de la Russie un petit peu plus loin dans le cours. Entre en rivalité avec les États-Unis. La Chine, à travers l'importance de sa production industrielle et de ses exportations, la Chine a une balance commerciale positive, elle exporte plus qu'elle n'importe, elle n'exporte pas que vers les États-Unis, mais aussi vers l'Europe, et ses exportations, avec sa capacité à occuper les marchés en Afrique, on l'a vu, en Afrique, et à imposer une nouvelle monnaie de référence internationale, devient une puissance de premier plan. Et là, on voit que ces pays émergents, dont la Chine, vont rivaliser avec les prétentions américaines. Et donc l'organisation du monde est devenue, depuis ces années 2000, multipolaire, pour des raisons économiques, mais pas seulement, on le verra, il y a aussi pour des raisons de conflits à travers le monde. Alors, on pourrait lire la définition de multipolaire, page 148, organisation multipolaire, page 148, on le lit, se dit de l'organisation du monde dans laquelle la puissance est partagée entre plusieurs pôles, en opposition au temps de la guerre froide où le monde était dit bipolaire, par exemple. Ou alors au lendemain de la guerre froide où on pouvait parler d'un monde unipolaire, on l'avait dit au cours sur la guerre froide. La deuxième partie de ce cours s'intitule « Un monde instable ». Et nous allons voir que l'organisation multipolaire va aussi s'exercer à travers différents conflits sur différentes scènes mondiales dans les années 90 et 2000. On constate en effet dans ces années-là un accroissement des guerres civiles. Alors je rappelle qu'une guerre civile, c'est une guerre qui met en jeu des habitants d'un même pays, à la différence d'une guerre internationale qui met en jeu différents pays. La première guerre civile dont on va parler, vous l'avez sur la planche de documents, c'est la guerre civile qui a lieu en Yougoslavie. Il faut situer la Yougoslavie. Vous voyez sur la carte la mer Adriatique, à l'ouest avec l'Italie, et puis plus au sud vous avez la Grèce. C'est un pays formé de différentes nations, très variées. C'est un pays qui a été créé en 1918, après la Première Guerre mondiale. Ça s'appelait aussi le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Mais vous avez également dans ce pays-là des Bosniaques au milieu, des Monténégrins, des Albanais, des Kosovars et même des Macédoniens. Donc c'est très varié du point de vue des différentes ethnies que l'on rencontre dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le général Tito, qui avait résisté aux attaques allemandes, va créer la République fédérative socialiste de Yougoslavie,
et il se place plus ou moins dans le bloc de l'Est, même s'il n'est pas toujours d'accord avec l'URSS. Il va fédérer à ce moment-là les différentes régions. C'est un régime autoritaire, mais l'unité est conservée car cet homme va combattre le nationalisme pendant son régime. Tito meurt en 1980 et les relations entre les différentes républiques, différentes régions de ce pays-là se dégradent. Au début des années 90, aucune autorité effective au niveau fédéral n'existe à ce moment-là en Yougoslavie. Les différentes régions, les différentes républiques et finalement les différentes nations de cette Yougoslavie vont participer au mouvement de libération qu'on a constaté au début des années 90 avec la chute du mur de Berlin et ensuite la chute de l'URSS. Et comme on pouvait s'y attendre, en 1991, c'est d'abord la Croatie puis la Slovénie qui vont se déclarer indépendantes. Un des acteurs majeurs dans cette guerre civile, c'est, vous le voyez sur la carte, la région Serbie, à l'ouest. La Serbie, qui constitue une des républiques de cette ancienne entité Yougoslavie. Les Serbes sont de religion chrétienne orthodoxe. A contrario, si on prend des régions comme la Bosnie-Herzégovine, vous voyez qui est un peu plus au centre, là on a des communautés assez variées et certaines communautés sont musulmanes. Les peuples et les frontières ne sont pas parfaites. En Bosnie, vous pouvez avoir des Croates qui habitent, mais aussi des Serbes, avec cohabitation des communautés. Un des éléments importants des guerres civiles, on dit qu'il y a eu plusieurs guerres en Yougoslavie qui vont naître, c'est que la Serbie cherche à défendre un pouvoir et une autorité serbe sur la région. Et ils aimeraient, plutôt que d'accepter les indépendances régionales, ils aimeraient créer une grande Serbie sous leur autorité. Ils vont d'ailleurs monter une armée qui s'appelle l'Armée populaire de Serbie. La première guerre sera la guerre d'indépendance de la Croatie, qui va de 1991 à 1995. Elle va démarrer lorsque les Serbes qui vivent en Croatie sont opposés à l'idée d'indépendance et ils ne veulent pas suivre les Croates dans cette indépendance. Il va y avoir donc une révolte des Serbes dans les régions peuplées par des Serbes et ils vont créer d'ailleurs une région autonome, la région serbe de la Krajina que vous voyez en hachure horizontale sur la carte. Ils vont être appuyés, et là ce sont les flèches rouges que vous pouvez voir sur la carte, ils vont être appuyés par l'armée populaire yougoslave qui va venir les aider. Il y a des combats, il y a le siège de la ville de Vukovar, le siège de la ville de Dubrovnik qui sont bombardés et c'est la défaite des Croates. À ce moment-là, l'ONU intervient avec une force d'interposition et c'est la fin des opérations militaires en 1995 après une contre-attaque croate et à ce moment-là, la Croatie reprend le contrôle de la totalité de son territoire sauf les zones sous administration de l'ONU. La réintégration totale de la région se fera plus tard, en 1998. Le deuxième conflit qu'il faut voir dans la région, c'est en Bosnie-Herzégovine. Donc c'est au centre de la carte. C'est le même scénario. Lorsqu'en 92, la Bosnie se déclare indépendante, les Serbes vivant en Bosnie ne sont pas d'accord. L'armée serbe de Bosnie va être aidée de l'armée populaire yougoslave serbe qui vient de Serbie. Il y aura un siège dans la ville de Sarajevo pendant plusieurs années qui est très dur. Il y aura également des massacres, notamment le massacre de Srebrenica. Et puis, on se rend compte que les armées serbes vont commettre des crimes de guerre. On appelle ça à l'époque du nettoyage ethnique contre les Bosniaques. Exactions menées notamment par le chef de guerre serbe Radovan Karadzic. Donc des massacres, des déplacements forcés de population. Ce conflit se double en plus d'un conflit entre les Croates de Bosnie et les Bosniaques qui s'affrontent, puis finalement qui font alliance pour repousser les Serbes de Bosnie. À ce moment-là, il va y avoir des frappes aériennes de l'OTAN, l'alliance donc américaine en Europe de l'Ouest a une autorisation de l'ONU pour mener des frappes aériennes, pour calmer cette guerre civile. Et ce sont les accords de Dayton, vous voyez l'encadré en haut à droite, qui vont faire cesser les combats avec des zones qui deviennent malgré tout serbes. Vous le voyez, République serbe de Bosnie, sur l'encadré en haut à droite du document.
Une autre guerre aura lieu un peu plus tard, en 1998-99, plus au sud-est dans la région du Kosovo. C'est une région qui était autonome en Serbie, mais cette autonomie n'était plus respectée par le pouvoir serbe. Les Kosovars montent une armée de libération qui affronte l'armée serbe. Il n'y a pas de paix possible à ce moment-là et c'est l'intervention de l'OTAN contre les forces serbes qui vont forcer la Serbie à négocier et la paix sera accordée en 1998 et la région du Kosovo passera sous protection de l'ONU. Enfin, une dernière région qui va se révolter également, c'est la Macédoine en 2001. Pour retenir, c'est que c'est une guerre où des crimes de masse ont été commis, notamment contre les Bosniaques en Bosnie-Herzégovine. Ces crimes ont dégénéré en génocide. On a pu parler à l'époque de génocide par l'ampleur de la violence, par sa nature sélective sur des bases à la fois ethniques et religieuses contre notamment des Bosniaques musulmans, avec des viols de guerre organisés sur les femmes bosniaques. Une abomination de la guerre, une fois de plus. 2,4 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées, et surtout des Bosniaques. Ces guerres en Yougoslavie ont montré tout de suite les limites d'une possible intégration des anciennes républiques socialistes du bloc de l'Est dans l'Union européenne. Aujourd'hui, seules Slovénie et Croatie font partie de l'Union européenne. Aujourd'hui, la stabilité reste incertaine. Et ce qui a été aussi assez frappant, c'est que des gens faisant partie d'un même pays se sont fait la guerre entre eux alors qu'ils avaient pu être voisins, voire même cousins. C'est l'abomination des guerres civiles. On peut donc noter sur votre fiche de travail, en Yougoslavie, la guerre civile 1991-2001 aboutit à l'éclatement du pays et à la formation de nouveaux États. On va changer de continent maintenant et on va se déplacer sur le continent africain pour parler du génocide au Rwanda. Donc vous pouvez prendre les documents sur la planche qui sont juste à côté. Le génocide du Rwanda 1994. Une première carte vous situe le Rwanda. C'est un tout petit pays limitrophe du Burundi qui est aussi un pays assez comparable, tout petit. Ce sont des pays très pauvres en Afrique. Avec au sud, vous avez la Tanzanie et au nord, vous avez la République démocratique du Congo. On est dans la région des Grands Lacs. Alors dans ce petit pays, vous avez deux ethnies qui cohabitent, l'ethnie des Hutus et l'ethnie des Tutsis. Ce sont cependant des gens qui ont la même langue et la même religion et qui cohabitaient sans problème avec même des mariages interethniques. Et ce, même si les Tutsis exerçaient le pouvoir royal dans le pays. Avec la colonisation belge, une théorie raciale qui date du XIXe siècle va être réutilisée par les Belges. Cette théorie disait que les Tutsis étaient des guerriers et les Hutus des paysans serfs. Donc, une sorte d'inégalité stigmatisée entre ces deux ethnies. Cette inégalité va être utilisée par le pouvoir colonial belge à partir de 1924 pour placer les Tutsis à des emplois administratifs et conforter la colonisation belge. À ce moment-là, Hutu devient synonyme de personnes inférieures. Pourtant, en 1959-1961, un mouvement de libération Hutu va obtenir l'indépendance du pays en 1962. Vous voyez qu'on se place dans cette vague d'indépendance des années 60 qui touche l'Afrique et qu'on avait vu dans le cours sur la décolonisation. À ce moment-là, donc, la domination se renverse et l'amertume et l'animosité accumulée ces dernières années à travers cette inégalité mise en place et entretenue par le colonisateur se manifeste par des premiers massacres de Tutsis. 14 000 Tutsis sont assassinés en 1963 et 300 000 Tutsis sont également expulsés vers les pays voisins par le nouveau pouvoir Hutu en place. Tutsis exilés, notamment au Burundi voisin, mènent une guérilla et massacrent d'ailleurs des Hutus. 100 000 morts dans cette période-là et 200 000 Hutus qui s'exilent du Burundi pour aller au Rwanda. Donc dans les années 70, on a un pouvoir Hutu qui est bien installé au Rwanda, tandis que dans les pays voisins comme le Burundi ou l'Ouganda, les exilés Tutsis s'organisent pour préparer une reconquête ou un retour.
Cette guérilla portera le nom de Front patriotique rwandais, le FPR. Au Rwanda, à ce moment-là, dans les années 70, le niveau de vie se dégrade et les Hutus accusent les Tutsis qui vivent encore au Rwanda d'en être responsables. Une première guerre civile a lieu en 1990. Les Tutsis réfugiés des pays voisins attaquent le Rwanda et le Rwanda les refoule. Des massacres de Tutsis et d'opposants politiques ont lieu au Rwanda. La propagande Hutu accuse les Tutsis de complot. L'ethnie Tutsi est animalisée, entre guillemets. On les traite de cancrelats, de cafards, etc. Donc il y a des milices et des escadrons de la mort qui sont organisés par les Hutus. Pourtant, la France, qui est présente au Rwanda à l'époque, laisse faire. Un accord de paix est trouvé en 1993, l'accord d'Arusha, tandis qu'au Burundi voisin, des élections sont organisées et voient même un Hutu devenir président. Mais les Tutsis radicaux réfugiés au Burundi l'assassinent et le pays s'embrase. Au Burundi, 50 000 morts en quelques semaines. Évidemment, la haine des Hutus rwandais envers les Tutsis augmente. Cette animosité sera augmentée lorsque l'avion du président du Rwanda, qui est Hutu, sera abattu. C'est à ce moment-là que le génocide contre les Tutsis vivant au Rwanda est déclenché. Tutsis et Hutus modérés sont assassinés. Les gouvernements occidentaux et la mission de l'ONU au Rwanda ne réagissent pas. Les paysans participent même massivement au génocide, lui donnant une dimension populaire. On assiste à des pillages, des viols, et du 7 avril au 2 juillet 1994, entre 500 000 et 800 000 personnes sont massacrées. On considère que 80% de la population Tutsi du Rwanda disparaît. C'est un génocide abominable par son ampleur, sa rapidité, sa cruauté. Les Hutus utilisent souvent des machettes, avec des viols également organisés. Enfin, l'opération étrangère turquoise est organisée, une force d'interposition auquel la France participe pour limiter ce génocide. Et à ce moment-là, les Tutsis de l'extérieur, des pays voisins, attaquent le pays. Si on reprend la carte que je vous ai proposée, vous voyez document 1, l'avion du président est abattu, première tuerie de Tutsis à Kigali, la capitale. Et là, le Front patriotique rwandais, c'est-à-dire les Tutsis réfugiés à l'extérieur, lance l'offensive vers Kigali. À ce moment-là, 80% des massacres ont déjà été commis. La force extérieure Tutsi, le FPR, prend Kigali. Et cette fois-ci, ce sont les Hutus qui se retrouvent être exilés du Rwanda et qui vont se réfugier dans les pays voisins. Le FPR, c'est-à-dire la force étrangère Tutsi, reprend le pouvoir et c'est la fin de la guerre. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la communauté internationale est restée passive. Il n'y a pas eu d'intervention pour limiter ce génocide. La France a été critiquée pour son rôle également, car elle aurait pu intervenir beaucoup plus tôt et limiter là aussi le génocide. On peut donc prendre comme trace écrite sur votre fiche, en 1994, au Rwanda, RWANDA, au Rwanda, le gouvernement de l'ethnie Hutu organise le génocide de l'ethnie Tutsi. Le génocide de l'ethnie Tutsi, 800 000 morts. Le dernier conflit que nous allons aborder concerne une guerre civile en Ukraine. Alors l'Ukraine, vous pouvez prendre votre document sur la planche qui se trouve en bas à droite de votre planche, la guerre civile en Ukraine depuis 2014. L'Ukraine se situe en Europe centrale. Vous voyez à l'est, les pays limitrophes sont la Pologne et la Roumanie. Au nord, vous avez la Biélorussie, puis la Fédération de Russie, tandis qu'au sud, c'est un pays qui s'ouvre sur la mer Noire et puis plus loin sur la Méditerranée. C'est une des anciennes républiques qui est devenue indépendante avec la chute de l'URSS. La guerre civile qui va se dérouler dans ce pays peut être l'illustration des tensions entre la volonté d'un rapprochement de l'Union européenne d'un côté et d'un autre côté d'une volonté de rester ancré et rattaché à la Russie. Ce conflit va débuter en novembre 2013 lorsque le gouvernement ukrainien décide de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne qui était prévu.
des manifestations de grande ampleur sont déclenchées. Le président Yanukovych doit démissionner, il est remplacé et en réaction, eh bien, la Crimée, vous voyez, qui se situe au sud du pays, cette presqu'île de Crimée, avec Sébastopol, ville principale, va proclamer son indépendance et voter son rattachement à la Russie. En effet, vous remarquez que sur la carte, les régions avec une couleur sombre, ce sont des régions peuplées de gens qui parlent russe et qui ont une origine russe. Et la Crimée est notamment très russophone, et en plus, il y a un port militaire loué par la Russie qui est très important. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque cette presqu'île de Crimée a proclamé son indépendance, c'est avec le soutien militaire et diplomatique de la Russie. Et à ce moment-là, ni les Européens ni les Américains n'ont réagi. D'autres soulèvements pro-russes vont être organisés dans l'est du pays, dans la région qu'on appelle le Donbass. Et aujourd'hui encore, il y a des affrontements dans cette région entre partisans d'un rattachement à la Russie et Ukrainiens légalistes, on pourrait dire. La Russie est accusée de soutenir en sous-main les partisans de la Russie dans cette région. Je vous propose pour terminer cette première séance la trace écrite suivante. En Europe de l'Est, depuis 2014, une guerre civile oppose en Ukraine les partisans de la Russie et ceux d'un pays souverain plutôt tourné vers l'Union européenne. L'étude de ces guerres civiles montre la complexité des conflits avec l'imbrication de différents intérêts, de différents acteurs, et on peut retrouver des éléments de la guerre froide avec une nouvelle opposition d'une part entre les États-Unis et la Russie, mais aussi avec des conflits qui mettent en scène des acteurs plus locaux, on l'a vu avec la Yougoslavie, avec aussi des conflits issus d'organisations sociales propres à la colonisation, on l'a vu pour le Rwanda. En tout cas, la fin de la guerre froide, qui laissait présager des jours un peu plus pacifiques, montre que la guerre n'est jamais très loin et qu'elle peut renaître aussi dans le cadre d'une nouvelle organisation internationale. Merci pour votre écoute pour une deuxième partie de cours un peu complexe, je l'avoue. On continuera la prochaine fois ce chapitre sur les enjeux et conflits avec les menaces terroristes ou nucléaires, la persistance des conflits au Moyen-Orient et l'enjeu environnemental. À la prochaine!